Bonjour, je suis Jean-Mathieu Pernin. Bienvenue dans Libellisé, le podcast de Libération qui vous raconte les coulisses de la vie politique française. Vous faites quoi le 12 juin ? Oui, d'accord. Ah mais il faudrait aussi ne pas oublier d'aller voter. Eh ben oui, les élections législatives, c'est le 12 juin. Et pour ceux qui l'auraient oublié, le 19 juin également. Ben oui, c'est toujours bon de le rappeler. Si vous avez peur d'être démunis devant les bulletins de bureau de vote, un conseil, écoutez Libellisé, c'est même recommandé de l'écouter 5 fois par jour pour la bonne santé de votre vie citoyenne. Et vous pouvez même nous en parler en nous écrivant à libellisé@libération.fr. Tiens, mais qui arrive à la vitesse d'un cheval galopant dans les plaines arides du paysage électoral ? Ce ne serait pas l'épisode 16 de Libellisé ? Allez hop, on grimpe à Califourchon et c'est parti. Élisabeth Borne est première ministre. Pour seulement la deuxième fois de l'histoire de la Ve République, une femme va occuper Matignon. Et maintenant, que va-t-il se passer ? À gauche, on parle d'une macroniste inflexible au bilan social peu reluisant, alors qu'à droite, on critique l'idée de tout changer pour ne rien changer. Élisabeth Borne est-elle un choix par défaut ? Peut-elle relever le défi climatique et celui du pouvoir d'achat ? Réussira-t-elle à séduire les électeurs de gauche et faire adopter la retraite à 65 ans ? Libellisé, épisode 16, Élisabeth Borne à Matignon, Wonder Woman ou Mission Impossible ? Et de ce sujet, on va en parler notamment avec Laure Equi, salut. Salut. Et Jean-Baptiste Daoula, salut. Salut. Alors vous vous occupez tous les deux de la majorité présidentielle, vous suivez on va dire un peu la Macronie. Juste une petite précision, ce podcast est enregistré avant la nomination du nouveau gouvernement qui devra arriver bientôt, normalement, on ne sait pas. On va donc parler d'Élisabeth Borne. Son nom, Élisabeth Borne, était déjà évoqué pendant la campagne présidentielle pour être première ministre. Et puis finalement, il avait disparu et puis il est revenu. Qu'est-ce qui a fait que c'est elle qui a été choisie pour être à Matignon ? Alors parce qu'elle cochait méthodiquement de nombreuses cases, selon l'expression qu'on a tous beaucoup employée, sans doute plus sous la pression que spontanément Emmanuel Macron était amené à choisir, à nommer enfin une femme à Matignon. Elle est plutôt étiquetée à gauche parce qu'elle est passée par de nombreux cabinets de grandes figures socialistes. Elle a été ministre des Transports, ministre de la Transition écologique, ce qui convenait aussi pour ce poste qui, on va en parler, intègre désormais la mission de la planification écologique directement à Matignon. Donc il y avait un certain nombre de critères. Je pense qu'ensuite, on l'a beaucoup raconté, Emmanuel Macron a pris du temps parce qu'il n'y avait pas non plus un effet spectaculaire et un effet extrêmement surprenant à la nomination d'Élisabeth Borne. Donc il a sans doute voulu faire absolument le tour de la question et des nominations possibles avant de se décider. Et de ce point de vue, avec ces 3 semaines de tergiversation, on peut quand même penser qu'Emmanuel Macron n'a pas rendu un service à Élisabeth Borne, parce que c'est un des noms qui sont tout de suite apparus vers la fin de la campagne, puisque justement elle cochait toutes ces cases un peu venues de la gauche, écolo, et donc on pouvait penser qu'elle était dans la shortlist. Et finalement, après ces 3 semaines, on a l'impression qu'il se rabat un petit peu sur Élisabeth Borne, ce qui donne l'impression que c'est un choix un peu par défaut, ce qui n'est pas la meilleure façon de commencer un bail à Matignon, qui est quand même un poste extrêmement compliqué, où on est censé affirmer aussi une autorité sur la majorité, une capacité à exister dans les médias, ce qui jusque-là n'était pas non plus le fort d'Élisabeth Borne. Voilà, on peut pas dire qu'il l'ait placée sur orbite. Elle vient de la gauche. Elisabeth Borne, en effet, Jospin, Delanoë, Ségolène Royal. Il y a Christian Jacob qui dit même c'est une première ministre de gauche pour dire n'y allez pas si vous êtes LR avec lui dans son gouvernement. Est-ce que c'est une première ministre de gauche ? C'est vraiment une question de point de vue. Du point de vue de Christian Jacob, elle est de gauche. Disons c'est pour ça que j'ai employé l'expression, elle est étiquetée à gauche parce qu'elle est passée elle est passée par ses cabinets, que ce soit Jospin, Jack Lang, Ségolène Royal. Donc effectivement, elle vient de la gauche. Ensuite, elle a jamais pris sa carte au PS. Elle a pris sa carte à La République En Marche, en revanche. Donc voilà, c'est une petite coloration, mais ensuite, elle vient aussi à Matignon exécuter le programme d'Emmanuel Macron. Donc on verra à l'épreuve des décisions
où sont vraiment ses convictions. Elle a pas, en tout cas, durant le premier quinquennat, elle a réalisé aussi 2 réformes qui sont pas des réformes de gauche, qui sont la réforme de la SNCF et la réforme de l'assurance chômage, qui sont clairement des réformes libérales. Parce que Fabien Roussel lui dit que c'est carrément Madame Thatcher. Oui, alors après, c'est peut-être une réaction un petit peu misogyne de chercher forcément un précédent féminin pour qualifier la nomination d'Elisabeth Borne. Mais ce qui est sûr, c'est que, comme le disait Laure, ces réformes de début de quinquennat, c'est celles dont quelqu'un comme Jean-François Copé disait, finalement, c'est la politique de droite qu'on n'a jamais été capable de mener. Et c'est quand même Elisabeth Borne qui a été la tête d'affiche de ces réformes-là. Et la gauche est extrêmement mobilisée pour contester cette étiquette de gauche que Macron et la Macronie cherchent à accoler à Elisabeth Borne en disant que c'est pas parce qu'elle a, entre guillemets, travaillé pour la gauche qu'elle l'est de gauche. On a souvent dit que Jean Castex avait été nommé pour ne pas faire de l'ombre à Emmanuel Macron. Est-ce que finalement Elisabeth Borne aussi sera une collaboratrice plus que Première ministre ? C'est possible que ce soit une nomination qui soit assez confortable pour Emmanuel Macron. On va le voir assez vite. Il faudra regarder la composition du gouvernement qu'on attend, la composition de son cabinet, de ses conseillers, pour voir quelles sont les marges de manœuvre d'Elisabeth Borne, quelle est sa patte, quoi. A priori, pour l'instant, elle a la réputation d'être un bourreau de travail, mais aussi d'être... Ses détracteurs emploient une expression assez péjorative, mais d'être une super préfète, une exécutante. Voilà, quelqu'un qui est là pour traiter de manière extrêmement sérieuse les dossiers qu'on lui donne. Voilà, pas forcément, absolument pas pour instaurer un rapport de force avec Emmanuel Macron ou effectivement lui faire de l'ombre. Ça n'arrivera pas. C'est vrai qu'on revient aussi presque une forme de source de la Ve République où il y a un président de la République politiquement extrêmement fort qui cherche presque un collaborateur, qui cherche pas forcément quelqu'un qui va avoir un poids politique pour le concurrencer, parce que du point de vue d'Emmanuel Macron, le principal défaut d'Édouard Philippe, c'était sa popularité et c'est la stature politique qu'il s'est construite au fil de ce début de premier quinquennat. Là, avec Jean Castex, ce qu'il a énormément apprécié, c'est d'avoir quelqu'un qui ne cherchait pas à se mettre en valeur, qui ne cherchait pas à se mettre en avant et qui ne demandait qu'une chose finalement, c'était de rester exactement dans la mission qu'on lui avait assignée. Pour un président de la République, il n'y a rien de plus confort et logiquement, c'est aussi ce qu'il va rechercher avec le profil d'Elisabeth Borne. Le maître mot d'Elisabeth Borne, c'est l'efficacité. C'est le sérieux, l'efficacité et le traitement des dossiers. Elle a été nommée pour ça et c'est ça qu'elle vient faire. Juste une question à propos de sa personnalité. Vous qui suivez ce gouvernement, vous avez donc déjà dû faire face à Elisabeth Borne. Comment elle est avec les journalistes ? Alors, avec les journalistes, elle est en privé plutôt pince sans rire, d'un abord plutôt... urbain, on pourrait employer cet adjectif. C'est clairement pas quelqu'un qui est dans la petite phrase, c'est pas quelqu'un qui va dézinguer en off ses collègues du gouvernement. Enfin, si peut-être un petit peu Bruno Le Maire à l'époque où il a marché sur ses plates-bandes sur la réforme des retraites, ça elle a pas du tout apprécié. Mais voilà, c'est pas quelqu'un qui est dans cette espèce de côté un peu politique à l'ancienne, qui va vous abreuver de commentaires, qui vont remplir vos carnets, qui vont vous faire publier plein de off ou de petites phrases assassines. C'est pas trop son genre. C'est quelqu'un de sérieux qui est toujours attachée à vous expliquer ce qu'elle fait dans le ministère dans lequel elle est. Alors elle en a fait plusieurs, donc dans ces cas-là, elle a des feuilles de route assez différentes à vous présenter. Voilà, c'est l'efficacité, comme le disait Laure. Une chose, c'est seulement la deuxième femme première ministre. Elle en a un peu parlé lors du passage, bien sûr, avec Jean Castex. Est-ce que c'est une féministe, Elisabeth Borne ? Est-ce qu'elle a déjà parlé en fait du rôle des femmes dans la société ? Elle a été polytechnicienne, donc un milieu qui n'est pas féminin. Elle a été partout où elle est passée, elle a évolué dans un milieu d'hommes. Donc ça, c'est quelque chose qui l'a forcément marqué. Je ne sais pas pour autant si elle est féministe, on le saura assez vite. En tout cas, c'était important, effectivement, à ce moment-là, le moment de la passation de pouvoir, de souligner l'importance de cette nomination, le symbole. Je pense que c'était quelque chose d'important à faire. Après, on verra dans quelle mesure ça reste. On sait que pour la deuxième fois, Emmanuel Macron a estimé que l'égalité homme-femme était la grande cause de ce quinquennat. Donc, on verra si là, ce sont que des discours ou si elle décide de s'en saisir.
On avait vu des femmes politiques aussi dans le passé qui a pu jouer sur une forme de mise en scène de féminité, comme par exemple Ségolène Royal en 2007. Elisabeth Borne, je pense pas que ce soit ça. Ça va être c'est quelqu'un qui ne se met pas du tout en avant, qui ne cherche pas à avoir un poids politique spécifique. Vu qu'elle est dans une recherche d'efficacité, elle va pas du tout jouer la carte femme. Tu le disais, c'est une femme quand même qui sait s'imposer. Alors maintenant, il y a bien sûr le monde du travail qu'elle connaît, mais alors celui de la planification écologique. Parce que alors ça, c'est véritablement le défi lancé par Emmanuel Macron. Il a dit que ça serait vraiment le grand défi de son quinquennat. On parlait tout à l'heure de, par exemple, quand Jean-Baptiste disait elle est gentille avec ses collègues, sauf avec Bruno Le Maire au moment de la retraite. Il y a un moment sur l'environnement. Si Bruno Le Maire est toujours ministre de l'économie ou un autre, ça va forcément bloquer. Est-ce qu'elle peut s'imposer ou au final, ça sera vraiment Macron qui tranchera ? Alors, donc sur la planification écologique, déjà, il sera important de voir exactement ce que Emmanuel Macron et ce que le tandem de l'exécutif entend par ça. La planification écologique, d'abord, c'est une expression qui claque. Enfin, c'est un mot qui sonne bien. C'est un concept qu'il a emprunté à Jean-Luc Mélenchon. Donc déjà, il y a cette connotation. Il y a aussi une connotation extrêmement ambitieuse, presque, une dimension systémique. Voilà. Là, il sera important de voir exactement ce que Emmanuel Macron veut faire de sa planification écologique, qui pour l'instant est une méthode, un cadre. Voilà, Jean-Luc Mélenchon, la planification écologique, pour lui, c'est une méthode pour mettre en place la règle verte, pour aller vers une bifurcation écologique. C'est extrêmement fort. C'est pas la définition qu'en a Emmanuel Macron qui veut donner de la visibilité aux acteurs. On n'est quand même pas sur les mêmes orientations. Donc d'abord, il faudra voir quelle est la planification écologique à la sauce Macron que Elisabeth Borne mettra en place. La deuxième chose, c'est effectivement une annonce forte, celle de placer la planification écologique directement à Matignon. Ce qui veut dire que, normalement, lors des fameuses réunions interministérielles, qui sont les réunions pendant lesquelles chaque cabinet ministériel explique son point de vue, les intérêts de son ministère, à l'issue desquels on prend les arbitrages. C'est classique, c'est raconté par tous les ministres de l'écologie qui s'y sont cassés les dents à de nombreuses reprises. Le ministre de l'écologie ou son cabinet arrive avec ses positions, ses propositions, et tous les ministères expliquent pourquoi ça va pas le faire, quoi, ça va pas marcher en fait. Et donc à la fin, la décision qui est prise par Matignon, au cabinet du Premier ministre, c'est souvent de dire il y a trop d'obstacles, soit on laisse tomber, soit on étire la feuille de route, on repousse, quoi. Là, l'idée est de dire, si la planification écologique dépend de Matignon, si c'est lui qui endosse cette responsabilité, elle en l'occurrence, qui endosse cette responsabilité, on va pouvoir contourner ces obstacles, aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Dans les faits, cette organisation, qui est complètement nouvelle, il faudra voir quels moyens on donne à Matignon pour le faire. Est-ce qu'elle peut vraiment arbitrer toujours entre économie et écologie en faveur de l'écologie? On va le voir. Mais en tout cas, cette organisation, qui est inédite, peut être intéressante à différentes conditions. Oui, parce qu'il est vrai qu'Emmanuel Macron l'a mis véritablement en avant sur ce nouveau quinquennat, mais on se souvient du précédent où à chaque fois ça avait provoqué des drames à l'intérieur du gouvernement. Les néonicotinoïdes au début de son gouvernement, entre Hulot et le ministre de l'Agriculture, Bruno Le Maire qui ne voulait pas qu'on réduise le trafic des avions en France. On sent bien quand même qu'il y a encore un problème et on se demande tout simplement si c'était pas une mesure électorale d'Emmanuel Macron. Après, c'est tout le problème de l'écologie, comme le disait Laure, sur les arbitrages entre différents ministères. Chacun défend, entre guillemets, son secteur. Sur les néonicotinoïdes, quand vous avez le ministère de l'Agriculture qui dit mais regardez les betteraviers, ils ont des récoltes qui ont complètement fondu, on va perdre le secteur, et puis ensuite les raffineries vont disparaître, vous comprenez, c'est horrible. Dans ces cas-là, ça impressionne aussi celui qui est chef du gouvernement, qui va se dire qu'il y a peut-être des emplois qui vont disparaître, et dans ces cas-là, l'arbitrage se ferait rarement à l'avantage du ministère de l'écologie. Après, de manière plus générale, le problème, c'est que Emmanuel Macron, il a quand même une science de créer des attentes extrêmement hautes et qui ensuite ne peuvent créer que des déceptions. Ça avait été le cas sur la Convention citoyenne sur le climat, et logiquement, on peut craindre que sur la planification écologique, on ait une forme de bis repetita. Quand on regarde le discours de Marseille qu'il avait tenu dans l'entre-deux tours, où il voulait séduire l'électorat, notamment écolo,
et social-démocrate, disons, face à Marine Le Pen, il a créé des attentes extrêmement fortes. Il a comparé l'écologie à l'instruction publique sous la 4ème République, qui était dirigée à l'époque, qui était sous la responsabilité du président du Conseil, et donc quelque part la planification écologique, c'est une forme de réédition de ce côté. C'est le président du Conseil ou Premier ministre qui aura la haute main là-dessus. Ça crée des attentes immenses. Ce qu'il faut voir, c'est que les frottements entre l'écologie et l'économie, les hésitations entre le maintien de l'emploi et la transition écologique, ils vont pas disparaître parce qu'on confie la planification écologique à Elisabeth Borne, en fait. Ça va continuer à être le dilemme permanent. C'est le dilemme. Donc, c'est pas cette organisation qui va le changer. Donc c'est pour ça que c'est important de voir la volonté politique et l'ambition qu'Emmanuel Macron met derrière cette organisation. Et ça dépend d'Emmanuel Macron, ça dépend pas d'Elisabeth Borne. Une chose, Elisabeth Borne aujourd'hui en tant que première ministre est également chef de la majorité, on peut dire ça. Elle va se présenter pour la première fois dans le Calvados. Est-ce que ça s'est bien perçu par les députés En Marche ? Est-ce que le fait que ça soit elle qui les dirige, ça soit bien perçu ? Et surtout, est-ce qu'ils apprécient le fait que ça soit l'une d'entre eux finalement maintenant, contrairement à Édouard Philippe qui venait DLR, qui dirige cette majorité? Politiquement, le Premier ministre, chef de la majorité, ça fait 5 ans que c'est une fiction. Le chef de la majorité, c'est Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, avant même qu'il ait nommé Elisabeth Borne, il y avait une réunion des 500 et quelques candidats de la majorité réunis à Aubervilliers il y a 10 jours. C'est Emmanuel Macron qui est venu les stimuler, les encourager. C'est pas le Premier ministre, donc c'était une façon aussi de dire le chef de la majorité, c'est moi. Après, effectivement, le fait que Elisabeth Borne soit vraiment une marcheuse, ce qui n'était pas le cas d'Édouard Philippe, ce qui n'était pas le cas non plus de Jean Castex, c'est quand même une forme de reconnaissance pour ces gens qui ont l'impression de pas forcément être très bien traités toujours depuis 5 ans. Au début du podcast, Jean-Baptiste disait que les 3 semaines de tergiversation n'ont pas forcément servi Elisabeth Borne et l'ont pas forcément renforcée. Il y a juste un tout petit truc qui l'a renforcé, qui sans doute a rassuré les députés En Marche, c'est dans la dernière ligne droite, l'hypothèse Catherine Vautrin à Matignon. Il y a beaucoup de députés LREM qui ont été affolés le week-end dernier d'entendre ce nom circuler de manière très sérieuse pour prendre le poste de Premier ministre. Et donc à côté de ça, ils sont très soulagés d'avoir Elisabeth Borne, qui est effectivement une personne qu'ils connaissent, des leurs, plutôt au barycentre de ce qu'est la Macronie pour eux. Et donc ça, c'est quelque chose qui les a plutôt rassurés. Et d'après vous, l'hypothèse Catherine Vautrin était vraie ? Emmanuel Macron aurait voulu que ce soit cette femme, donc élue de l'Est de la France, plutôt classée à droite, contre le mariage pour tous, à Matignon ? Il y a plusieurs versions qui circulent. Certains pensent qu'au final, il a regardé, mais qu'il s'est peut-être un peu amusé. D'autres disent que ça a été très sérieusement envisagé, que pendant 4 jours, Catherine Vautrin a commencé à réfléchir à son cabinet, son gouvernement, et que cette piste est allée assez loin. En tout cas, ce que ça montre aussi, c'est que dans ce nouveau quinquennat, beaucoup plus que dans le précédent, il y a vraiment des clans et des luttes de pouvoir autour d'Emmanuel Macron. Vous avez les pôles un peu sociodémocrates, vous avez les grognards plutôt issus de la gauche comme Castaner, Ferrand, qui effectivement n'auraient pas forcément bien vu l'hypothèse d'une femme de droite, encore un Premier ministre de droite à Matignon. Et vous avez aussi une aile droite assez ambitieuse qui prépare la suite, qui a très envie de peser, comme les Sébastien Lecornu, des gens comme Thierry Solaire, un des conseillers d'Emmanuel Macron qui est également député. Vous avez tous ces gens-là qui se tirent un petit peu dans les pattes, en fait. Et ces nominations-là, dans ces cas-là, c'est aussi une façon de montrer son influence, d'essayer de peser un peu plus face aux autres. Et entre les hypothèses Vautrin ou Borne, c'est aussi ça qui s'est joué. En 2017, les ministres qui perdaient aux législatives ne pouvaient pas récupérer leur siège. Est-ce que là c'est le cas ? C'est-à-dire si Elisabeth Borne perd ces élections, est-ce qu'elle sera toujours Première ministre ? Il n'y a pas eu de déclaration officielle là-dessus, c'est quelque chose qui est aujourd'hui de l'ordre de la tradition, du principe. Effectivement, on a le souvenir
Notamment Alain Juppé. Alain Juppé en 2007. Alain Juppé qui avait dû renoncer à son poste ministériel sans préjuger de l'élection. Là, Elisabeth Borne, elle est investie dans une circonscription qui était détenue par un député LREM, Alain Touret, qui ne se représentait pas, donc il a aussi facilité cette succession, à travailler avec elle, à préparer le terrain, qui n'est pas une circonscription extrêmement difficile. On verra la suite, je suis pas sûre en tout cas que l'élection que le pari soit extrêmement risqué pour Elisabeth Borne. Une dernière chose, tout à l'heure Jean-Baptiste tu disait déjà forcément certains préparent la suite de l'après Macron puisque c'est son dernier quinquennat. Emmanuel Macron, on ne peut pas en faire 3. Est-ce qu'Elisabeth Borne pourrait devenir une dauphine d'Emmanuel Macron? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a 5 ans, personne n'imaginait qu'Elisabeth Borne, modeste secrétaire d'État au transport, entrait un peu sur un quota société civile, serait 5 ans plus tard la première ministre. De la même manière qu'auparavant, dans le quinquennat précédent, personne n'imaginait que Bernard Cazeneuve finirait comme un des hommes forts du quinquennat, alors qu'il était rentré comme porte-parole de la campagne de François Hollande et secrétaire d'État aux affaires européennes au début. Voilà, il y a ce genre de destin. Ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir des projecteurs braqués sur Elisabeth Borne. Ensuite, je pense aussi si elle a été castée pour ce poste, c'est justement parce qu'a priori, elle n'a pas d'ambition présidentielle. Merci Laure, merci Jean-Baptiste. Libellisé continue à arpenter la route des élections législatives afin de vous aider à comprendre et décrypter le monde politique en plein bouleversement. Et la meilleure façon de ne rien rater, c'est de vous abonner. Vous pouvez le faire sur Apple Podcast, Deezer ou Podcast Addict. Et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, on compte sur vous. Alors si vous voulez participer, on attend vos messages et notes vocales dans notre boîte mail libellisé@libération.fr. Nous on se retrouve la semaine prochaine.